Voilà donc la suite de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous parle des sentiments par lesquels je suis passée, de comment ça s'est passé quand j'ai quitté le Cameroun pour sortir pour la première fois du Cameroun. Et le pays de destination, c'était la France. C'était une ville précise, Paris. Si vous n'avez pas vu la vidéo là-haut, pardon, allez voir la vidéo là-haut. Parce que si vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas bien compris la deuxième partie. C'est soit là. Posez, allez voir la première vidéo et revenez à la deuxième vidéo. Ceux qui ont vu la première vidéo là, voici donc la suite. Parce que l'autre ici là, c'est à partir du moment où on a atterri. Parce que ce que je vais dire là, vous ne vous attendez pas à ça. Du tout. Du tout. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon, on va dans le vif du sujet parce que je sais que les gens ont vu la première vidéo, ils veulent entendre la suite. Et je vous promets que c'est tout ce à quoi vous ne vous attendez pas. Parce que souvent je vous dis que je suis aliénée. Mais je ne suis pas non plus celle que le blanc dit A, B, C. J'étais là comme ça, A, B, C. Non. Il y avait déjà des graines de résistance dans moi et de rébellion, surtout quand je savais reconnaître l'injustice quelque part. Voilà, donc on atterrit. Certains gens se lèvent. Je me rappelle que les hôtesses se plaignaient, disaient que non, restez assis et toutes ces affaires. Bon, moi j'étais assise. Première fois en Occident, très impressionnée parce que tout ce que j'avais de l'Occident, c'était les images parfaites qu'on voyait de l'Occident et rien d'autre. On sort, je sais pas où sont au fond de l'avion, au milieu de l'avion, je me rappelle pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que Tantine avait nos passeports, tous nos passeports entre les mains. Viens voir cette vidéo-ci. Je sais même pas ce qu'elle est toujours en vie. Tantine Jeanne, est-ce qu'elle est toujours en vie? Elle va se dire que, mais comment est-ce qu'un enfant se rappelle ça? Je me rappellerai toujours de ça. Donc on sort de l'avion, elle a tous nos passeports à main. Et puis je me rappellerai toujours qu'à la sortie de l'avion, il y a quelque chose qui m'avait frappé. La plupart des noirs étaient sur le côté. Et je voyais tous les blancs passer. J'étais genre, hey, mais qu'est-ce qui se passe? C'était ma première fois, donc pour moi, je ne réalisais pas. Et quand on parlait de tout ce qui était racisme, sachez que ceux qui ne sont jamais sortis de l'Afrique ne connaissent pas vraiment c'est quoi le racisme. C'est pour ça que parfois, quand on a un certain type de conversation, il faut comprendre également les contextes. Vous n'êtes pas venu parler de racisme à quelqu'un qui ne vit pas sur le territoire européen ou américain ou l'Océanie ou bien l'Asie. Il ne sera pas. Mais je me rappelle toujours ça, dans ma tête, j'étais du genre, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Et inconsciemment, je me suis dit que, oh, écoute, vu qu'ils sont mieux que nous, peut-être c'est pour ça ou bien ils rentrent chez eux. Donc, on nous a mis sur le côté et on posait les questions. Tantine Jeanne était là-bas, j'ai vu comment elle essayait de s'expliquer. J'ai vu de la frustration au moment sur son visage. J'ai vu comment elle haussait le ton. Je regardais, je ne comprenais pas. Et j'ai aussi observé l'attitude un peu désinvolte des agents de l'immigration française. Du genre parler, pendant que les autres enfants étaient dans la discussion et tout. J'étais dans la discussion, plus ou moins je l'écoutais. Mais après, je regardais. J'écoutais, mais mes yeux se retournaient du genre, mais pourquoi est-ce qu'on nous traîne autant? Et il y a autre chose encore plus qui m'a marqué. Quand Tantine était en train de parler aux agents d'immigration, il y a la police qui est venue arrêter un gars. Et parce que le gars tournait, il était énervé. Donc on lui a demandé, oh fermez votre gueule ou je sais pas trop quoi. Machin. On a pris, on est parti avec lui, je n'ai aucune idée. Et à ce moment, j'ai eu des mixed feelings, du genre, je suis au paradis, je suis pas au paradis. Je suis au paradis, je suis pas au paradis. Je n'ai pas fini de poser les questions qu'on a appelé mon nom, je suis venue. Il regarde comme ça. Et le gars a pris ma tête comme ça. Tourne comme ça, tourne comme ça, pour bien regarder. Il a fait la première fois, j'ai tapé la main pour dire que mais c'est quoi ces affaires? Il prend ma tête, il prend comme ça, pour regarder, il regarde la photo. Il regarde ma tout comme ça. La première photo du genre. Deuxième fois, il fait ce j'ai tapé la main une troisième fois, il dit mais c'est quoi son problème? Mon gars, je suis au paradis là, mais toi là, tu m'as l'air très humain, hein? Tu m'as l'air très humain pour me toucher comme ça, c'est comment? Et puis il me dit, ok, passé. Il a appelé les autres. Bon, on est passé. Et quand on est passé, pour moi, il dit, ah, c'est un épisode qu'on laisse en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment un épisode qu'on a laissé en arrière parce que c'est quelque chose qui est resté dans mon inconscient. C'est après que je vais comprendre pourquoi, pour moi, j'ai trouvé ça un peu déplacé. Donc, bon, on est sorti. Parce que ça, c'était la sortie de l'avion. Et encore immigration. Immigration, c'était encore autre chose, mais j'étais distraite par les conversations avec les autres enfants. Après, maintenant qu'on passe immigration, là, qu'on prend les valises. Ouh! Entrer au paradis, les gars. Qu'on prend les valises, entre au paradis. Après, il y a un bus qui nous attend. J'entre dans le bus comme ça, regarde autour de moi. Tout est propre. Il n'y a pas de poussière, rien. Vous imaginez l'impact que ça a? J'ai un enfant de 10 ans. On entre dans l'autobus. Je pense qu'on a fait Paris, on a fait une ville du sud. Ce sont les deux villes qu'on a fait. Je pense que c'était Nantes, si je ne me trompe pas. Et s'il y a des gens avec qui j'étais en colonie de vacances qui se rappellent de ça, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ça me ferait vraiment plaisir de reconnecter avec vous. Mais sinon, je me rappelle, c'est que quand le bus roulait là, Stéphanie regardait Béate. Je regardais Béate. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est
l'ordre. Tout était quasi ordonné. Et quand je dis l'ordre, c'est-à-dire même la façon dont les maisons sont placées, la façon dont les gens roulent. On suit les règles là dont les Africains, l'Africain quand il est en Occident, il suit les règles. Quand l'Africain revient ici en Afrique, la diaspora là, on est versé comme tout le monde. Ou le devenir, essayer de communiquer les bonnes choses qu'on a observées à l'extérieur. Et ce n'est pas une vidéo pour dire que l'Africain est mauvais, l'Africain est désordonné, l'Africain est, attention, on vous a l'œil, pas sous cette chaîne-ci. Ceux qui sont à fond dans leur histoire et connaissent plus ou moins leur histoire savent que l'ordre a été inventé par l'Africain et par le Noir. C'est juste à cause des colonisations, à cause de l'esclavage, on a eu à perdre tout ça. Parce que dans la guerre, tu n'es pas là pour dire qu'on suit la règle. Dans la guerre, tu es là pour dire que moi, je sauve ma peau et c'est tout. Donc l'Africain a inventé l'ordre, mais on a perdu ça. Donc il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui est étranger à l'Africain. Ça vient de l'Afrique. Moi, à 10 ans, donc, quand je vois l'ordre et je vois que chaque citoyen essaie de faire du mieux pour penser à la communauté, donc aux autres, moi, ça me frappe. Parce que si on est honnête, les Camerounais de la chaîne, vous savez que le Camerounais a un gros problème. On est trop concentré sur nous, même dans la conduite, ça se sent. Tu dépasses quelqu'un, tu essaies d'entrer dans une file, on va te bloquer. Parce que le gars va te dire que tu veux passer devant moi, pourquoi? Non, on va te bloquer. Et ça, c'est le Camerounais, parce qu'au Sénégal, c'est l'inverse. Au Sénégal, vu les gens conduire, tu dis que mais la vie est belle. La courtoisie, quand tu viens un truc comme ça, on te laisse même passer, on dit vas-y. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème africain. C'est un problème de mentalité de certaines personnes dans certains pays. Point barre. Mais moi, j'avais fait 10 ans au pays, j'étais jamais sortie du pays et tout ce que je connaissais, c'était une certaine manière de faire. Donc entrer dans une nouvelle culture où les choses sont quand même assez différentes et cette manière de faire, donc de respecter les règles et de faire les choses parce qu'on se rend compte que si je fais quelque chose, je pose cet acte-ci, ça va impacter d'autres personnes dans la communauté et donc de voir les résultats sur leur pays, ça marque. Donc roule, je vois tout ça, je dis que waouh, il fallait me voir. Il fallait me voir quand on roulait comme ça, c'était du genre le paradis. Je suis au paradis. Votre sœur, je suis désolée de le dire, était complexée. Le complexe qu'on retrouve dans beaucoup de nos enfants africains d'aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose à encourager? Non, parce que beaucoup d'Africains n'auront pas la chance de sortir. Et pour moi, c'est une chance parce qu'une fois que vous allez vivre, vous vous frottez à l'autre, vous enlevez certains tabous dans votre tête, ça ouvre plein d'ouvertures. Mais si on ne va pas à fond dans le système éducatif et qu'on ne le touche pas à la base, qu'on n'apprend pas à l'Africain sa vraie histoire, qui est l'Africain, qu'on arrête de parler aux Africains de Gaulle. Qu'est-ce que l'Africain a à foutre avec de Gaulle? Qu'est-ce que nous, ça apprend à nos enfants de savoir c'est qui de Gaulle? Ils savent là-bas c'est qui Sankara. Allez prendre un enfant, un Français de 8 ans, 10 ans, même du 20 jusqu'à 10 ans. Allez prendre un papa français de 50 ans, demandez-lui, vous connaissez c'est qui Sankara? Il ne saura pas. Pourquoi donc nous, on devrait apprendre à nos enfants c'est qui de Gaulle? Ça n'a aucun sens whatsoever. Donc tant que le travail à la base n'est pas fait, ce sera très difficile. Pour réduire l'histoire, parce que je pense qu'on est d'abord allé à Nantes et on a fini par Paris si je ne me trompe pas. Oui. Nantes était vraiment cool. On allait à la plage, j'ai eu des épisodes de racisme là-bas. Je pense qu'on allait à la plage, les enfants même qui nous évitaient. Je pense que c'est là que mon esprit a quand même plus ou moins commencé à s'éveiller parce que je suis très attentive aux interactions humaines. Et donc, il y a certains trucs peut-être du genre, mais pourquoi? Mais vu que tu es en vacances et tu dis que tu es au paradis, tu ne pousses pas trop la réflexion. Je me rappelle qu'une fois à Nantes, on allait faire le jet, le scoot. C'est la première fois que je faisais le jet, comment on dit en français? Jet scoot, vous voyez sur l'eau là, les machines. En Tanzanie, j'ai eu à faire ça plusieurs fois avec vous. Et quand on allait là-bas, on devait mettre des jackets juste en cas de noyade. Donc je sais que celle avec qui je traînais le plus a mis sa jaquette et comme elle était très grande de taille, et je pense que c'était court, donc elle a enlevé la jaquette pour mettre une autre jaquette. Dans la petite jaquette qu'elle a enlevée, l'instructeur l'a pris, l'a donné à un autre enfant. La maman était là, elle a dit non, 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 non. Non, non, c'est bon, c'est bon. On va chercher notre jaquette pour lui. Donc ça m'avait également marqué. J'avais 10 ans. Je vous promets, j'avais 10 ans. Mais je suis passée à travers certains sentiments mixtes. Oui, quand je suis arrivée, je partais de là. J'étais du genre, je suis en train d'aller au paradis. Maintenant, une fois arrivée au paradis, il y a eu des événements un peu contradictoires qui m'ont fait poser les questions. Quand vous vivez dans un pays et que vous subissez des micro-agressions, ces micro-agressions, c'est tellement subtil, de manière quotidienne, pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient visiter 2 semaines errantes et dit qu'il n'y a pas le racisme en Occident. C'est différent. Mais ça m'avait marqué. On retourne à Paris. Je pense qu'on avait raté le vol, hein. Et c'est pour ça qu'on est resté à Paris notre 48 heures. Et là, on allait voir la Tour Eiffel. Oh là 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 là. On a roulé.
Et quand on roulait, on a aperçu, parce qu'on allait vers, on a aperçu la Tour Eiffel. C'était près de la Seine. Et je peux vous rassurer que Stéphanie qui avait vu des séries françaises à gogo sur Canal+, des films où le Français a son béret rouge, sa baguette, on vous montre les cafés parisiens, les belles maisons, on ne vous montre que ce qui est bien. Donc voir comme ça en direct, j'ai failli avoir hyperventilation sur place. La Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Ça, je n'étais même pas encore arrivée, je n'avais même pas encore touché. Quand on est arrivé donc là, je sais qu'on a eu à payer parce qu'on est monté. Et j'ai les photos de là, quand on est monté, on arrive au sommet, il y avait des loups, on a vu la ville, on a pris les photos sur place. Donc, on arrive dans la Tour Eiffel. Le bus s'arrête parce qu'on fonctionnait avec un petit bus. Le bus s'arrête, je descends et c'est grand, la Tour Eiffel est grande. C'est enfant de 10 ans. Je lève la tête. Waouh! 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 L'apogée, le paroxysme de l'aliénation. Waouh! Je vous dis, c'était moi. Waouh! Waouh! Et avant de prendre l'ascenseur pour monter, moi je cours. Parce qu'apparemment là maintenant, la Tour Eiffel encerclée est protégée. Mais avant à l'époque, c'est tout le monde. Tu pouvais venir toucher les pieds de la Tour Eiffel et tout. Donc je cours, je veux toucher la Tour Eiffel. Je m'attends à être électrifiée. Parce que c'est quand même la Tour Eiffel. Je mets la main sur la Tour Eiffel. Rien ne se passe. Je dis qu'il y a un problème. Je me concentre. Je mets la main sur la Tour Eiffel. Parce que la Tour Eiffel, c'est quand même dans le pays du blanc. Le pays choisi par Dieu. Ouais. Je mets comme ça. Rien ne se passe. Je dis mais c'est comment? La troisième fois, je ne ferme même pas les yeux. Je touche. Rien ne se passe. Je regarde. Je fais encore. Mais c'est le fait. Ce n'est que le fait. Après, il dit non, je suis à Paris. Laissez-moi profiter de la Tour Eiffel. Donc là, je reviens dans le rang. On monte. On a la vue de Paris. C'était bien. Mais je n'étais pas très impressionnée. Mais c'était bien quand même, mine de rien. La ville qui m'a vraiment impressionnée, c'est New York, pour vous dire la vérité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais moins aliénée que quand j'avais 10 ans. À 10 ans donc, quand je regarde, je vois la vue. Ce qui m'a plus impressionnée par rapport à Paris, c'était la hauteur d'où je voyais le tout. Donc je regarde et je dis, ah c'est pas mal, c'est à Paris. Et donc, le séjour finit là. Bizarrement, pour rentrer au Cameroun, on ne nous a pas fait autant de problèmes. Hein. Je pense même que les agents d'immigration étaient contents. Ils partent finalement. Et un truc qui m'a choqué quand ils sont revenus au pays, les gars, je pense qu'on a dû passer à l'ambassade de France pour qu'ils nous voient. Ceux qui ont voyagé en France pour les vacances dans les années 90 là, dites-nous. Je suis sûre que c'est ce qui s'est passé avec nous. Parce qu'on est rentré à l'ambassade et moi je ne comprenais pas. Tantôt ils disaient juste non, ils veulent juste se rassurer que tu es de retour. Je dis genre ok. Est-ce que c'est le problème d'un enfant de 10 ans que oui, est-ce que politique ne veut pas qu'on aille caler? C'était des réalités qui m'étaient étrangères. C'était même pas au courant de ce qui se passait. Pour donc conclure l'histoire, je pense à travers cette histoire répartie sur des vidéos, le point était de demander aux gens d'apprendre à partager leur histoire. C'est très important d'être ouvert sur qui on est et d'embrasser ça. Une des raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains souffrent de dichotomie comportementale, c'est parce que ils veulent s'afficher. Quand il y a des Africains, c'est plus ceux qui ont de la misère à accepter, la difficulté à accepter que l'Africain peut être meilleur même que l'Occidental. Je le pense. On peut montrer la voie. Je l'ai dit dans des vidéos avant. Je le pense sérieusement. Et qui, au contraire, voient leur vie et leur comportement à travers la lunette. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le diagnostic de leur état psychologique. Ils n'ont pas accepté qu'une partie d'eux rejette l'Africain qu'ils sont. Et donc reconnaître déjà cette première partie, c'est la pas et la voie vers la guérison. Et moi aujourd'hui, je n'ai pas honte de partager mon histoire parce que je sais que c'est l'histoire de la plupart des Africains. Eh oui, je ne dis pas de certains Africains. Je sais que c'est l'histoire de la plupart d'entre nous. Que ce soit la résultante de la colonisation ou même de l'esclavage parce que certains de nos frères des îles sont également complexés. Voient par exemple la peau plus claire, plus importante que les peaux foncées. Voient ceux qui sont noirs comme étant le démon ou que sais-je. Mais c'est important donc de rentrer dans ça, de voir, de se poser des questions. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça en face de cette situation? Pourquoi est-ce que quand j'ai le blanc en face de moi, je ne réagis pas de la même manière que quand j'ai le noir en face de moi? Ça, c'est un indicateur supérieur pour vous dire que vous êtes complexé. Et une fois que le diagnostic est fait, comment est-ce que je fais pour sortir de là et être une meilleure version de moi? Comme
Stéphanie est devenue une meilleure version d'elle. Je ne vous ai pas raconté cette histoire juste pour amuser la galerie. Je vous ai raconté cette histoire pour que vous voyez la transition et l'évolution au cours du temps. C'est le jour et la nuit aujourd'hui. Stéphanie d'aujourd'hui n'est plus complexée du tout. J'ai anéanti cette partie de moi. Je m'embrasse dans mon africanité. Et je pense que vous pouvez le ressentir à travers les vidéos. Vous me voyez l'énergie, je vous dis qu'elle est pleine d'énergie, elle est débordante. Il y a le caractère, hein. Il y a quelqu'un qui a confiance en soi. C'est cette confiance en moi qui me permet d'être qui je suis, qui me permet d'avoir cette énergie, qui me permet d'embrasser qui je suis à 200%, même pas à 10% ou 20%. Et c'est ce que je suis sûre que la plupart d'entre vous ressentez. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est la suivante. Comment est-ce que vous pouvez priver le monde de votre authenticité? C'est un blasphème pour l'humanité. Pas juste pour les Africains, pour l'humanité. Parce que certains qui ont les amis blancs, des amis, hein, pas ceux qui disent que non, j'ai un ami, mais il est juste ami pour être ami, les vrais amis blancs. Vous savez que vous les avez contaminés avec votre africanité. Et quand on dit africanité, c'est une manière de parler. Vous leur avez communiqué quelque chose de votre culture. Que ce soit quelque chose qu'ils mettent sur eux. Vous les avez conquis par votre authenticité. Est-ce que l'Africain va comprendre que être authentique, c'est dominer le monde? Ce que beaucoup appelleraient le soft power. C'est une domination subtile du monde. Donc arrêtez de blasphémer et montrez votre authenticité. L'Africain en a besoin. Votre famille en a besoin. Vos enfants en ont besoin. Votre copine, votre copain en ont besoin. Les autres peuples en ont besoin. C'est ce sur quoi je terminerai cette vidéo. Restons authentiques. Si on ne l'est pas, devenons authentiques. Stéphanie l'a fait, vous pouvez le faire. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace out.